Donc on attaque la dernière conférence, consommer mieux l'énergie et les matériaux. Et là, on va aborder différents sujets tout à fait différents. Et on commence par les sujets d'effacement électrique, dont on a beaucoup parlé du dispositif EcoWatt à la télévision ces derniers temps, de la météo de l'électricité en France. Elisabeth va nous présenter un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Elisabeth, on est tout à toi. Bonjour à tous, j'ai la lourde tâche d'aller un peu plus vite, donc ça tombe bien parce que c'est ni un sujet nouveau, ni un sujet complexe, donc comme ça, aller vite, ce sera facile. Merci à Fabien David d'avoir présenté le concours Cube, parce qu'on est dans le même ADN, avec le concours Cube Flex, qui a pour objectif de réduire sa consommation énergétique sur les tranches horaires critiques. Il me semblait essentiel de remettre un peu de contexte et de vous rappeler les enjeux. Donc on parle de flexibilité électrique, c'est bien notre capacité à maîtriser notre besoin d'utilisation du réseau électrique. Et ça s'inscrit dans deux enjeux. Un enjeu court terme que vous connaissez tous, c'est l'enjeu que l'hiver 2022-2023 est identifié à risque dans les bilans prévisionnels pour un certain nombre de facteurs qu'on connaît bien, la continuité de l'approvisionnement en gaz, la disponibilité effective du parc nucléaire, et puis des enjeux de stock hydraulique et le bon fonctionnement des marchés européens. C'est pour ça que RTE a mis en place un signal EcoWatt qui permet d'identifier les périodes de tension sur le système électrique. Mais l'enjeu est aussi moyen-long terme, puisque la stratégie française pour l'énergie et le climat a deux composantes. La stratégie nationale bas carbone, dont on a beaucoup parlé, et la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans lequel il y a notamment deux objectifs: doubler la part d'énergie renouvelable électrique d'ici 2028 et donc de l'électricité non pilotable, et puis de réduire notre consommation d'énergie de 40% d'ici 2050. Par ailleurs, on le voit dans le scénario RTE Futur énergétique 2050, on va faire face à une électrification des usages, et donc il est essentiel d'identifier le potentiel du tertiaire, du bâtiment, et en particulier du tertiaire, pour pouvoir maîtriser ce besoin en utilisation du réseau électrique. Sachant que, comme vous pouvez le voir, l'industrie a une consommation lisse sur l'ensemble de la journée, alors que, en période de pointe, le bâtiment représente 75% de l'appel de puissance. C'est bien le bâtiment tertiaire et le bâtiment résidentiel qui peuvent avoir un rôle à jouer pour réduire ces consommations au moment des pics. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des bâtiments tertiaires? Donc on a RTE a mené certaines expérimentations qui font l'hypothèse que pour des bâtiments tertiaires avec chauffage électrique, on pourrait réduire en moyenne sa puissance de 20 watts par mètre carré, alors que pour des bâtiments sans chauffage électrique, on serait autour de 5 watts par mètre carré. Ça reste des expérimentations, mais si on extrapole au parc du bâtiment tertiaire, il y aurait un chiffre qui circule d'à peu près un tiers des bâtiments sont chauffés électriquement et que le reste, 2/3, est sans chauffage électrique. Et donc en extrapolant, on aurait un gisement global de 10 gigawatts. L'intérêt, c'est bien de tester ça sur le terrain et de voir ce qui pourrait être fait. Et l'idée du concours CubeFlex, c'est de mobiliser les acteurs pour faire de la flexibilité électrique et puis de préciser ses premières estimations. Ça veut dire quoi, la flexibilité électrique pour les bâtiments? On identifie 3 leviers d'action. Le premier, c'est économiser l'énergie, c'est le concours Cube. Parce que si on réduit sa consommation énergétique sur toute la journée, a fortiori, on le réduit sur les tranches horaires critiques. Donc ça participe évidemment à cet effort-là de réduire sa consommation énergétique. Donc c'est les éco-gestes, c'est l'efficacité énergétique, c'est la sobriété énergétique, etc. Mais c'est aussi économiser au meilleur moment. Donc, quand est-ce que je peux décaler certaines consommations? Un exemple simple pour le bâtiment tertiaire, c'est: j'ai ma voiture électrique, je vais aller la charger à 8 h du matin. Est-ce que j'ai vraiment besoin qu'elle soit chargée à 8 h du matin? Est-ce que je ne peux pas programmer pour qu'elle soit chargée plutôt entre 13 et 16 h, là où on est sur des plages horaires moins critiques? On va faire un petit clin d'œil à certains commerciaux qui ne seraient pas forcément d'accord puisqu'ils doivent prendre leur voiture à 10 h. Donc on mettra peut-être en place certaines bornes de recharge express pour les commerciaux. Mais globalement, on peut penser qu'on peut décaler une grande partie de cette recharge de véhicules électriques. Et puis, c'est être solidaire les jours EcoWatt. C'est établir un plan de bataille où on va optimiser l'occupation des bâtiments. On en parlait avec Metal 57. Et du coup, pouvoir
optimiser les consommations énergétiques sur les espaces non occupés. On peut réduire la qualité de service ponctuellement ou préchauffer le bâtiment avant la plage critique. Et enfin, couper les équipements non essentiels. Donc on a un plan de bataille pour les jours éco-watt. Alors pourquoi le concours CubeFlex? C'est la même ADN que le concours Cube, c'est on mobilise parce que ça ne marche pas sans les équipes. Catherine le disait, il faut animer et embarquer l'ensemble des utilisateurs. Donc un concours, ça permet d'animer, d'embarquer les utilisateurs et puis tester. Donc la petite surprise pour l'ensemble des candidats à CubeFlex, c'est qu'entre le concours qui dure le 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, entre ces deux, le début et la fin, on va avoir un test éco-watt par mois entre 1 à 2 jours, et tous les bâtiments testeront dans les mêmes conditions, les mêmes journées, leur capacité à maîtriser leurs besoins sur du réseau électrique. Et puis évidemment, l'objectif, c'est bien de faire ça collectivement, comme on le rappelait au début de la conférence, donc de partager des retours d'expérience pour avancer ensemble. Alors vous vous demandez sûrement... Bon, il y a un petit rappel de slide. Vous vous demandez sûrement, est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des chiffres? Exactement. Donc voilà. Donc Christophe m'a demandé des chiffres, donc j'étais obligée d'aller chercher des chiffres. Et je souhaite souligner du coup un retour d'expérience assez intéressant du Crisco, qui est un bâtiment, un des bâtiments pilotes, qui est intéressant, mais c'est un bâtiment aussi exigeant, puisque c'est un bâtiment de bureau de 17 000 m² qui a certes un chauffage résistif, donc ça permet d'avoir ça a une puissance importante électrique et donc un effet de levier et un potentiel de flex élevé. Mais en revanche, c'est un bâtiment avec 15 multilocataires. Donc pour avoir une adhésion de l'ensemble des multilocataires, c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est déjà un site assez sobre énergétiquement. Donc on peut avoir l'impression qu'il y a moins de gisements. On souligne l'effort important d'Aveltis qui a mené un gros travail sur ce site-là, et la Française qui a mis à disposition son site pour faire des tests. Le plan d'action que propose Aveltis et qui ressemble au plan d'action Cube, c'est vraiment d'embarquer les locataires par une réunion d'information et des questionnaires. Donc les réunions d'information, c'est vraiment de souligner le contexte, la différence entre sobriété et efficacité, et flexibilité et l'énergétique, et de récupérer aussi des retours de la part des locataires, à savoir leurs horaires de travail, leur acceptabilité en termes de consignes de chauffage selon la criticité des signaux éco-watt. Je pense qu'ici, là, on voudrait tous bien avoir 19 degrés, mais c'est plus compliqué quand il fait froid. Et puis leurs horaires, leur journée de vacances, etc., pour optimiser le site. Et puis ensuite, on établit un plan de bataille éco-watt rouge, et au maximum, on automatise pour pouvoir faire ça dans la durée, parce qu'une journée, c'est bien, mais si on veut le faire pendant des jours et des années à venir, il faut automatiser au maximum. Et enfin, on communique sur les résultats, comme pour le concours Cube, c'est important. Alors ça donne quoi? Vous avez à l'écran ici le retour d'expérience du Crisco le 24 novembre. Donc vous avez une courbe rouge, c'est la courbe du 24 novembre, et une courbe bleue, c'est la courbe de la veille. Il y a une petite coquille, c'est pas la semaine précédente, c'est la journée précédente. Et ce que vous pouvez voir, c'est que en numéro 1, il y a une anticipation du chauffage et même une surchauffe par rapport à la consigne usuelle pour pouvoir ensuite baisser la consigne et réduire la consommation énergétique à partir de 8 heures. Donc en fait, la courbe bleue, c'est la courbe de la veille. Donc vous voyez bien dans le premier encadré, au niveau du numéro 2, qu'il y a une consommation dite classique et que la courbe rouge est bien moindre. Elle est bien moindre et on n'a même pas de pic de consommation au moment des relances, parce que l'effort a été fait de relancer en cascade l'ensemble des émetteurs et des CTA pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pic de consommation. Et ensuite, vous avez en petit 3, donc dans le deuxième encadré, qui est la tranche horaire critique 18-20 heures, un arrêt anticipé des installations, puisque un des sujets soulevés, c'est que le problème du pic entre 18h et 20h, c'est la fin des bâtiments tertiaires et le début des bâtiments résidentiels. Donc plus on peut anticiper l'arrêt des installations, mieux on se porte en termes de consommation. Il faut que je fasse un peu plus vite. Ça va. Et donc les gains, puisqu'il faut aussi des chiffres, les gains calculés, on est sur 990 kWh effacés le 24 novembre, et ce qui correspond à 36% d'économie sur les heures critiques. Donc il y a vraiment un bon gisement à exploiter, sachant qu'il y a d'autres éco-gestes moins détaillés, notamment vis-à-vis de l'éclairage. Est-ce que les gens avaient froid ou pas? Les gens n'avaient pas froid. C'est une question qui brûle les lèvres de tout le monde. Mais on peut mettre un pull aussi. On a voulu regarder un peu l'analyse de puissance
Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller à l'essentiel. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, sur ce bâtiment-là, la puissance souscrite était optimisée, mais que sur les autres bâtiments tests, cet exercice permet aussi d'optimiser la puissance souscrite et de faire notamment des gains économiques. En parallèle, on a regardé par rapport à la moyenne des maximums de puissance des autres jours de la semaine, on a pu faire une réduction de puissance de 48%. Et par contre, par rapport à la semaine précédente, on était plutôt à 29%, mais c'était une semaine qui était plus chaude. Donc de base, on partait sur plus de consommation sur la semaine du 24 novembre. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la nécessité d'avoir un algorithme, et c'est ce qu'on a développé dans Cubeflex, un algorithme qui corrige la situation historique de référence pour comparer avec une situation qui est corrigée vis-à-vis de la météo. Parce que si on compare à la semaine en cours, on a des problèmes d'occupation, parce qu'on n'occupe pas de la même manière un bâtiment le jeudi que le lundi. Et si on compare à la semaine précédente, on va potentiellement avoir des problèmes de météo. D'où l'intérêt d'avoir cet algorithme qui compare les deux. Et du coup, pour ne pas faire le focus que sur un seul bâtiment, on a compilé les résultats sur 4 bâtiments sur cette journée test. Donc on a 3 bâtiments de bureaux entre 17 000 et 66 000 m², dont un qui était en chauffage électrique, c'est le Crisco, et 2 autres sur réseau de chaleur, et puis un bâtiment universitaire, chauffage au gaz, d'à peu près 4 000 m². Et ce qu'on remarque, c'est la flèche verte que vous voyez sur le graphe, c'est que l'effacement maximal cumulé de l'ensemble des bâtiments, il est autour de 3,8 watts par mètre carré. En revanche, la moyenne des effacements maximaux par bâtiment, il est à 5,9 watts par mètre carré. Pourquoi? C'est parce que tout le monde ne s'efface pas au même moment. Donc on va avoir certains qui s'effacent à 9 heures, d'autres à 10 à 11. Et si certains se posaient la question, on a quand même fait l'ensemble du calcul sur la journée au total, et on a une réduction globale de la consommation qui est de 4000 kWh, ce qui est environ 12%. Donc, si on veut aller sur les enseignements, on n'a aucun effet rebond testé sur ces bâtiments-là. On a confronté les résultats avec ce qui avait été estimé historiquement, c'est les enseignements qu'on peut tirer. On est sur les mêmes tendances, c'est-à-dire que la moyenne sur les bâtiments avec chauffage électrique, c'est 15,5 watts par mètre carré, et la moyenne sur les bâtiments sans chauffage, c'est 3,5. J'ai fini, Christophe. Et du coup, le premier enseignement, c'est l'enseignement de la fin de slide. Mobiliser les équipes, animer les équipes, comme on l'a vu sur les autres sujets. Connaître son bâtiment, c'est important, on ne peut rien faire sans connaître son bâtiment. Et automatiser tout ce qu'on peut pour s'inscrire dans la durée. Bravo! On en profite pour saluer nos amis de la Française et d'Aveltis, là, qui ont fait un travail incroyable. On n'a pas eu le temps d'entrer dans le détail, mais vous auriez vu tout ce qu'ils ont mis en place pour qu'on obtienne ces courbes, c'était assez fou, quoi. On arrive à